Bienvenue sur la fréquence Burnout de l'âme, le premier podcast qui allie épuisement professionnel, dépression et manifestation, éveil spirituel, loi de l'attraction, loi de l'assomption. Je m'appelle Roxane et en 2019, alors que je travaillais dans une start-up parisienne dans le marketing et la communication événementielle, j'ai fait un burn-out à l'âge de 26 ans. Et c'est grâce à ça, oui, j'ai bien dit grâce, que j'ai plongé dans le développement personnel et qui, de fil en aiguille, m'a amené à un éveil spirituel, à découvrir la loi de l'attraction, puis la loi de l'assomption, la manifestation. Bref, tout ce qui me passionne profondément aujourd'hui. Dans ce podcast, je vais te partager donc tout ce que j'ai vécu et je vais surtout te partager comment j'ai réussi à aujourd'hui manifester de manière fluide et sereine. Alors qu'au départ, on est bien d'accord, la loi de l'attraction, quand t'es en burn-out, en dépression, ça te crée juste plus d'anxiété. Ça nous pousse juste vers de la positivité toxique. Et pendant ce temps, on est complètement flippé d'avoir des pensées et des émotions négatives. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc si ça te parle, bienvenue chez toi, installe-toi confortablement et on est parti. Dans ce premier épisode, j'aimerais te parler de ma propre expérience de burn-out, d'épuisement professionnel. Et pour ça, il faut remonter le temps jusqu'en 2019. 2019, j'ai 26 ans. Je suis responsable événementiel et support de vente dans une start-up parisienne. La start-up, comme tu peux l'imaginer, avec la table de ping-pong, la salle de sieste, les after-work bien arrosés, les collègues jeunes, dynamiques, et évidemment la charge de travail qui va avec le côté start-up. Un peu, voilà, mano, on se débrouille, on fait avec peu de moyens. Et pendant 1 an, je me suis vraiment éclatée. Mais au-delà de cette première année, j'ai commencé à sentir une pression constante. J'étais sans arrêt en retard sur mes événements à venir. Et petit à petit, le stress, l'anxiété ont commencé à s'accumuler. Et évidemment, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais à chaque fois: «Quand ça se sera passé, ça ira mieux». Spoiler alert! Évidemment, ce moment n'est jamais arrivé. Et donc, comme je le disais juste avant, j'étais vraiment dans un état de stress qui était constant. Et j'étais dans un état de fatigue, pourtant j'étais jeune. C'était ma première expérience professionnelle en CDI. Et j'étais dans un état de fatigue qui faisait que même si je dormais la nuit, peu importe le nombre d'heures que je dormais la nuit, je me réveillais épuisée. J'étais tout le temps épuisée, j'étais tout le temps stressée. Et j'ai évidemment commencé à avoir les symptômes classiques, des pertes de mémoire, des troubles de la concentration. Et le moment où ça a commencé à vraiment faire tilt pour moi, qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, c'est quand, j'ai commencé à être vraiment irritable, hyper impatiente et irritable, notamment avec les stagiaires que j'accompagnais parce que oui, à 26 ans, j'étais déjà cadre, et j'avais déjà des stagiaires qui travaillaient pour moi et donc que je formais et que je faisais monter en compétences sur, voilà, ce qu'il y avait à faire au sein de l'entreprise et notamment sur les parties de l'événementiel et des supports de vente. Et vraiment de plus en plus, j'avais cette irritabilité qui montait, cette impatience. Quand je leur expliquais des choses et qui tiltaient pas tout de suite, à l'intérieur de moi, je commençais à bouillir et je me disais: «Mais purée, mais j'ai 3 millions d'autres choses à faire là, je peux pas perdre mon temps là-dessus». Alors que, de base, je pense être quelqu'un qui a une certaine forme de patience, alors tout le monde ne serait pas d'accord avec ça, mais de base, je suis quelqu'un d'assez doux, assez bienveillant, pédagogue, j'aime transmettre. Et là, du coup, en fait, je ne me reconnaissais pas. J'arrivais encore relativement à prendre sur moi, donc ça a jamais explosé. Mais de toute façon, le burn-out, hein, c'est que ça implose à l'intérieur de soi. Donc ça a jamais explosé avec les stagiaires, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était plus moi. Pareil avec, ma coloc, mais qui est en fait une de mes meilleures amies depuis la maternelle, donc ne serait-ce qu'à 26 ans, 25-26 ans, ça faisait déjà quelques années qu'on se connaissait. Je commençais aussi à être hyper, elle pour le coup, ça m'est arrivé de m'énerver contre elle pour 3 fois rien, enfin avec le recul, 3 fois rien. Et voilà, je sentais que je perdais patience, que je m'énervais beaucoup plus facilement, que j'étais beaucoup plus irritable. Bref, voilà, c'était plus trop moi. Et il y a quand même eu autre chose qui a dû se passer pour que vraiment je réalise que, allô, il y avait un vrai problème. C'est que je rentrais de plus en plus souvent le soir et je rentrais, je pleurais. Et pendant un moment, chaque soir, je pleurais. Et c'est là où le fait d'avoir habité avec, ma coloc et ma meilleure amie d'enfance m'a aidée, et je crois qu'elle ne sait pas à quel point je lui suis, reconnaissante à vie. Mais en fait, elle a vraiment été là pour me faire comprendre que non, c'est pas normal de rentrer tous les soirs et de pleurer. C'est pas normal de pleurer autant.
Et elle a dû me le dire un bon nombre de fois avant que vraiment je l'entende, pour de vrai. Et donc si là tu écoutes ce podcast et que tu es quelqu'un plutôt dans l'entourage, de quelqu'un qui va pas bien et que tu penses qu'il est en burn-out ou en dépression, ne désespère pas, les graines que tu sèmes finiront par porter leurs fruits. Mais ce qui fait partie du burn-out, c'est vraiment ce gros déni. Les personnes qui font un burn-out, pour avoir lu plusieurs bouquins sur le sujet, souvent ont justement ce côté où elles veulent garder la face, elles veulent beaucoup porter sur leurs épaules. Elles veulent continuer à dire: «Ça va, je suis fatiguée mais ça va, je gère, tout va bien, t'inquiète pas pour moi, ça va aller». Et pour l'avoir vécu personnellement, moi, il y avait aussi vraiment ce côté où je crois que pendant une période, tous les jours, je me répétais: «Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller», au point où j'en étais persuadée moi-même et vraiment j'avais cette conviction intérieure qu'à un moment, ça allait aller mieux, qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se produire, qui allait faire que j'irais mieux. Je serais moins stressée et j'arrêterais d'être dans cet état. Une fois de plus, spoiler alert, ça n'est pas arrivé. Enfin, si, mais pas de la manière à laquelle je m'attendais. Du coup, voilà, tous ces symptômes-là amènent, à un moment ou à un autre, à une phase qu'on appelle d'effondrement. Personnellement, ce qui a été, un peu différent dans mon parcours, c'est que je sais que des clientes que j'ai accompagnées, des femmes que j'ai interviewées, des témoignages que j'ai pu lire dans les livres, il y a des femmes qui vont jusqu'à vraiment finir à l'hôpital. C'est une maladie qui se déclenche, c'est le corps qui dit stop. Je connais une femme qui s'est réveillée un matin, qui était totalement désorientée, qui ne savait plus aller au travail. Le chemin qu'elle faisait tous les jours, qu'elle connaissait absolument par cœur, totale désorientation, elle ne savait plus comment aller au travail. Il y a d'autres femmes qui, voilà, vraiment finissent à l'hôpital avec une maladie, avec des opérations très lourdes. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. Personnellement, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà commencé à voir une psychologue parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Avec elle, je travaillais notamment aussi sur ma relation avec ma manager où, je lui expliquais en fait que je me comparais constamment à ma manager et que, je me sentais toujours nulle par rapport à elle et que, voilà, pour moi, ça mettait la barre toujours plus haut. Il y avait aussi quelques soucis de justement, entente, managériale, manager-managé où moi, il y avait des choses qui me convenaient pas et cetera. Donc bref, de base, j'étais allée voir une psy, je lui parlais aussi de ma vie amoureuse que toi au beau fixe. Bref, et cette psy, après, plusieurs mois d'accompagnement, a fini par me dire: «Mais est-ce que vous avez déjà pensé que peut-être vous étiez en dépression?» Et là, ça a été l'énorme coup de massue pour moi, énorme coup de massue parce que pour moi, justement, ça faisait depuis à peu près l'adolescence que je me battais intérieurement contre des idées noires en tout genre et que, pour moi, à partir du moment où je continuais à me lever le matin, je continuais à aller au travail, je continuais à avancer et à faire des choses normales de la vie, c'est que je «gagnais» entre guillemets. C'est bizarre dit comme ça, mais je suis sûre que si je te le dis, voilà, tu peux te reconnaître là-dedans. J'avais l'impression que je gagnais. Et donc là, le jour où elle m'a dit ça, j'ai eu vraiment la sensation, en fait, justement de perdre, à contrario et de me dire: «Putain, malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout, en fait, j'ai perdu et c'est la dépression qui gagne». Et le sentiment, à ce moment-là, que je ressentais le plus, c'était la honte. Pour moi, j'avais honte. J'avais échoué quelque part. C'est moi qui avais échoué. C'est moi qui étais défaillante. Et je suis rentrée justement de ma séance un samedi et j'ai retrouvé, ma coloc et meilleure amie d'enfance et j'étais en train de pleurer. Je crois que je ne me suis pas arrêtée de pleurer à partir du moment où elle m'a dit ça jusqu'au moment où je suis rentrée chez moi. Et je lui ai dit que j'avais honte et j'ai eu la chance une fois de plus d'avoir quelqu'un en face de moi de super bienveillant qui a accueilli ce que j'avais à dire et accueilli mes émotions et bon, qui a pleuré avec moi, je pense, en bonne hypersensible, 2 hypersensibles ensemble, mais qui m'a dit: «N'aie pas honte». Et ça a été un moment fort et il y avait un fond de vérité dans ce que cette psychologue m'a partagé et en même temps, une fois que j'ai laissé redescendre un petit peu les émotions et que j'y voyais un peu plus clair, je me suis dit: «Mais son diagnostic me semble quand même pas» enfin son diagnostic, elle m'a posé la question, c'était une ouverture, mais sa suggestion me semble pas tout à fait pertinente. Pour moi, c'était quand même très centré sur le travail, même si, une fois de plus, ma vie amoureuse n'était pas au beau fixe, mais je sentais que c'était quand même essentiellement lié au travail. Et c'est là que j'ai découvert le centre du burn-out et de la dépression à Paris, que j'ai pris rendez-vous avec une psychologue et que cette psychologue m'a expliqué les symptômes dont je viens de parler juste avant, fatigue constante, stress constant, irritabilité, perte de mémoire, troubles de la concentration et que je me suis dit: «Mais oui, oui, c'est ça que je suis en train de vivre» et donc cette psychologue-là a pu me confirmer que c'était bien un burn-out que j'étais en train de faire.
La différence entre un burn-out et une dépression n'étant pas énorme, mais je vais pas rentrer dans les détails de ça aujourd'hui. Chimiquement d'ailleurs, c'est pas la même chose exactement non plus, ça ne se traite pas chimiquement exactement pareil. Mais voilà, j'ai pu savoir grâce à ce centre du burn-out et de la dépression à Paris que j'étais en épuisement professionnel, en burn-out. Et donc, c'est à ce moment-là que cette psychologue-là m'a dit: «Mais mademoiselle, vu l'état dans lequel vous êtes, là, il faudrait vous arrêter 5 à 8 semaines minimum». Et une fois de plus, deuxième baffe, deuxième état de sidération où je me dis: «Mais ce n'est pas possible. 5 semaines, déjà, c'est l'intégralité de mes congés annuels. Là, il y a le premier événement payant organisé par l'entreprise, mais donc organisé par moi. C'est moi la responsable événementielle. Ma manager vient de partir. Je n'ai pour le moment même pas de manager, donc je ne peux pas partir. C'est juste impossible. Je suis alors pas que je sois la seule qui ait travaillé sur ça, mais voilà, responsable événementielle et un événement, j'en suis la responsable. Jusque-là, assez logique. Je me disais aussi, il y a le déménagement des bureaux, enfin voilà, il y a toujours quelque chose. Mais donc là, état de sidération et sur le coup, du coup, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, donc ça, c'était la 1re psychologue qui n'était pas formée au burn-out qui m'avait conseillé de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant pour justement un traitement et la médecin m'a fait le questionnaire, m'a dit que pour elle, oui, j'étais en dépression, une fois de plus, mauvais diagnostic, mais les 2 sont assez quand même similaires donc voilà. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et je n'en veux plus à personne pour, ce diagnostic pas tout à fait en plein dans le mille. Mais donc sur le moment, bah, voilà, traitement donc antidépresseur avec prise d'anxiolytiques pour le début du traitement parce que quand on commence à prendre un traitement antidépresseur, souvent ça peut aggraver les pensées noires et donc il y a besoin d'un anxiolytique pour, le début du traitement. Ça dépend des médicaments, ça dépend et cetera. Bref, c'est ce que moi, voilà, je parle de mon vécu, c'est ce que la médecin m'a prescrit. Je rappelle, j'avais 26 ans à ce moment-là. Donc je me retrouve avec un traitement médicamenteux et je me dis: «Mais en fait, donc là, je peux clairement pas m'arrêter tout de suite avec cet événement qui arrive». Paradoxalement, je suppose que tu vois à quel point du coup mon stress et mon anxiété étaient au max avec l'événement qui arrivait, qui est le premier événement payant et plus de manager. Donc au-dessus de moi, c'était vraiment le patron. On est dans une start-up, hein, il y a pas 3000 couches de hiérarchie. Donc je pense que tu imagines l'état de stress. Voilà, je me dis: «Bah là, je peux pas». Donc on tient et en soi, j'ai pas eu une bonne expérience avec le traitement, mais je pense qu'il m'a quand même aidée à tenir, si ma mémoire est bonne, ce mois supplémentaire qui s'est passé entre le moment où la psy m'a dit: «Il faut vous arrêter 5 à 8 semaines» et le moment où je me suis réellement arrêtée. Sauf que le traitement a pas vraiment été une bonne chose pour moi jusqu'au bout. Ça a été une béquille qui à la fois m'a permis de tenir jusqu'au fameux jour J et en même temps, du coup, j'étais quand même à l'ouest donc il y a des choses que j'ai pas gérées. Ça a empathé sur la qualité de mon travail, même si bien sûr l'épuisement professionnel avait déjà empathé sur la qualité de mon travail, avec les pertes de concentration, de mémoire et cetera. Mais là, du coup, si tu as déjà pris un traitement, tu t'en es peut-être rendu compte aussi, tu es quand même assez à l'ouest et donc du coup, ça endort un peu, l'état de stress, l'état d'anxiété, mais du coup, tu as l'impression d'avoir tout géré et en fait non, dans la réalité. Je sais que c'est aussi quelque chose que ma mère m'avait partagé parce qu'elle a eu une période de sa vie où elle avait, elle aussi, eu recours à ce genre de traitement et qu'elle s'était rendue compte a posteriori que, bah, en fait, voilà, tu penses avoir tout géré, tout bien fait et en fait, après tu te rends compte que non. Voilà, donc mon expérience a pas été excellente avec ça et en même temps probablement que ça m'a un peu sauvée sur le coup et ça, c'est mon regard d'aujourd'hui, 7 ans plus tard. Mais une fois de plus, pour moi, ces traitements, ces médicaments, ils sont pas optimaux du tout, dans le sens où ils sont là pour traiter les causes et non les symptômes. Ils viennent pas du tout traiter la racine du problème. Ils viennent, comme je disais tout à l'heure, un peu endormir du coup une partie de nous, sans qu'on change rien sur le fond du problème, la racine du problème. C'est mon opinion et pour autant, je pense qu'il y a des situations où c'est potentiellement nécessaire de faire appel à ce genre de traitement parce que justement on n'a pas la possibilité de traiter, en tout cas au moment T, la racine ou que c'est trop compliqué pour nous, voilà, qu'on aurait trop de choses à perdre, pas assez de choses à gagner, qu'il y a un déséquilibre entre avantages et inconvénients et que du coup ça voilà, ça peut aider, ça peut être une béquille sur un moment donné. Même si pour moi c'est une béquille qui nous aide un peu faussement. Quand je parlais du service bien-être, well-being de l'entreprise, donc par exemple celle dans laquelle j'étais, la start-up dans laquelle j'étais, en fait pour moi c'était clairement mettre, un pansement sur une jambe de bois, quoi et voilà, je trouve que les médicaments, ça peut aussi être ça, c'est cette idée où tu mets un pansement sur une jambe de bois, bah, ça change pas grand-chose, ça aide pas réellement profondément. Donc voilà, personnellement, mon effondrement, il a été assez doux, ce qui est très paradoxal dit comme ça, parce que du coup, je me suis un peu préparée moi-même à ensuite m'arrêter.
Sauf que, très drôle quand même, je dois te partager, c'est qu'après l'événement, je continuais à repousser l'échéance en mode: «Bon, bah, là, j'ai ma collègue, enfin, avec qui je suis devenue amie qui va bientôt partir, donc je vais attendre ça et puis il y a le déménagement». J'essayais de repousser, repousser, repousser et en fait, j'ai pas tenu. Il y a un jour où, bah, quelques jours après l'événement, sachant que le surlendemain de l'événement, j'étais partie en long week-end, de 4 jours avec, des amis à Vienne. Donc, en rentrant de ça, eh bien, en fait, je me rends compte, bah, justement, j'ai envie de mettre la faute sur, le traitement. Mais bref, faute de traitement ou pas faute du traitement, faute de moi, de ma faute. En tout cas, il y avait les autorisations de droit à l'image qui n'avaient pas été signées. Je pensais que c'était ma collègue qui allait s'en charger parce que c'était elle qui interviewait les intervenants. Elle pensait que c'était moi qui allais m'en charger. Pour sa défense aussi, elle était enceinte. Donc le mama brain, depuis, j'ai appris que c'était une vraie chose, pas personnellement, mais parce que j'ai pu en parler avec des amis très proches. Donc voilà, bref, mon burn-out, son mama brain fait que pas d'autorisation de droit à l'image et du coup, enfin voilà, dans mon esprit, c'était la catastrophe. C'était clairement la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et en fait, bah, juste, alors d'ailleurs j'ai oublié, petite parenthèse, mais avant ce jour-là, j'ai fait de mémoire 2 crises d'anxiété, que finalement, je me suis débrouillée pour aller faire dans les toilettes. Mais ça m'était arrivé aussi, vers la fin de pleurer au travail. Je pouvais même plus, retenir et j'avais aussi développé, une certaine forme d'agoraphobie. Je prenais le métro pour aller travailler, je travaillais à Paris et j'habitais en proche banlieue et du coup, en fait, je ne supportais plus, le métro le matin avec les gens et du coup, ce que j'arrivais à faire pour quand même réussir à prendre le métro, et que ce soit pas trop compliqué, c'est que je me mettais tout au fond et en fait, je regardais vers l'extérieur. Donc j'essayais de faire omission du fait que j'étais entourée de gens dans le métro et je regardais à l'extérieur du métro. Voilà, j'avais développé cette forme d'agoraphobie, que je n'ai jamais eue dans ma vie, que je n'ai pas eu depuis, qui était vraiment aussi des entre guillemets «des effets secondaires du burn-out». Je parle pas du traitement, là je parle du burn-out. Bref, donc crise d'anxiété, crise de larmes, c'était pas la première fois que je fondais en larmes au travail, mais là vraiment c'était genre moi c'était vraiment la goutte d'eau. L'événement était passé en plus, donc je savais en fait qu'il fallait que je m'arrête de toute façon et donc je suis partie le midi, déjeuner avec ma mère parce que c'était ce qui était prévu. On se trouvait, à mi-chemin entre nos 2 boulots à Paris et puis voilà, je lui ai expliqué et à 26 ans, j'avais besoin de l'autorisation de ma maman pour, m'arrêter. Elle m'a dit: «Arrête-toi, ça n'en vaut pas la peine ma fille». Donc voilà, j'ai écouté ma mère, j'ai pris rendez-vous avec une médecin que je n'avais jamais vue, voilà, aux alentours de chez moi parce que mon médecin traitant était dans la ville où j'ai grandi. C'était pas très, très loin mais voilà, là j'ai, un rendez-vous plus proche géographiquement parce qu'en plus je n'étais pas censée conduire avec les antidépresseurs. Et une date aussi, bah, la plus proche possible. Et voilà, donc cette première médecin m'a arrêtée et puis j'ai ensuite été, reconduite, reconduite et reconduite, voilà, pendant plusieurs mois jusqu'à ce que je me dise que de toute façon, je ne voulais pas retourner dans cette entreprise, même avec la proposition de la RH qui me proposait de reprendre avec, seulement, entre guillemets «50 ans» de mes missions, parce que donc j'avais la double casquette, responsable événementiel, mais aussi responsable des sueurs de vente, une fois de plus, start-up, hein. Et là, pour moi, c'était non, il y avait quelque chose qui est passé où pour moi, il y avait pas de retour en arrière. J'avais aussi essayé d'alerter, bah, notamment au niveau RH, mais moi, je pense qu'ils étaient pas du tout bien formés, en 2019. Je sais pas comment ça se passerait aujourd'hui, mais pour moi, voilà, il y avait un manque de connaissances, un manque de formation et voilà, qui ont fait que j'ai pas vraiment été, comprise et entendue. J'ai essayé de tirer le signal d'alarme, mais une fois de plus, moi non plus, en fait, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, ce qui se passait pour moi. Donc voilà. Voilà comment ma phase d'effondrement est arrivée pour moi. Au moment aussi de prendre ma décision de quitter l'entreprise, ça faisait donc déjà quelques mois que j'étais, en arrêt maladie et en fait, assez vite, la psychologue du centre, du burn-out et de la dépression m'a renvoyée vers une coach de vie et c'est là où j'ai découvert le coaching et où je me suis passionnée par le coaching, où j'ai plongé dans le développement personnel et de fil en aiguille, j'ai plongé aussi dans le développement spirituel. J'ai découvert la loi de l'attraction et la loi de l'attraction, c'est un des piliers de la manifestation, une des lois de l'univers qui explique le plus la manifestation avec, la loi de l'assomption. On reparlera de tout ça dans les prochains épisodes et ça a été vraiment pour moi la porte d'entrée de mon éveil spirituel. Du coup, je te parlerai de ça dans un second épisode. On va s'arrêter là pour le premier. Donc celui-ci était très centré, burn-out
n'hésite pas à me contacter et à venir me raconter ton histoire. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. On se soutient là-dedans et juste pour finir sur une note un peu spirituelle, c'est que pour moi, le burn-out, ça a vraiment été le cadeau mal emballé de l'univers. Voilà, on en reparlera. N'oublie pas que tu mérites le meilleur, prends soin de toi et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao! Voilà, c'est la fin de cet épisode. Dans quelques secondes, je vais te donner un rituel à faire pour apaiser ton système nerveux. Juste avant ça, si ce podcast t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles. Ça me permettra vraiment de le faire connaître aux personnes qui en ont besoin et ou de le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cet épisode. Je te remercie d'avance. Et donc, avant de se quitter, je te propose de prendre quelques secondes, de poser une main sur ton cœur, de fermer les yeux, sauf si tu es en train de conduire bien sûr, et de répéter « Je suis en sécurité ici et maintenant ». Mon corps a la capacité de guérir. C'était Burnout de l'âme. N'oublie pas, tu mérites le meilleur, alors prends soin de toi. À la prochaine, ciao!